Madame Piron-D'église, la parole est à vous. Vous êtes magistrate et avocate générale à la Cour de cassation. Nous vous écoutons. Donc bonjour à tous. Avant de commencer ma petite présentation, je voudrais faire référence à un article récent d'Alain Touraine dans Le Monde du 26 mai 2020 qui disait la chose suivante. Alors que la société des ressources naturelles était une société d'expérience et de communauté et que la société industrielle avait été une société de connaissance, la nouvelle société, celle dans laquelle nous sommes, est une société de conscience qui doit être une nouvelle étape de la démocratie. Il s'agit avant tout de défendre la vie, la liberté, l'égalité et la dignité de chaque être vivant. En clair, il faut créer une société des droits de l'homme qui n'existe vraiment nulle part. Donc je crois que cette citation fait le lien entre ce que vient d'exposer Fabrice et ce que je vais moi-même vous présenter en quelques mots. Ce que nous vivons en effet depuis plusieurs mois, et surtout depuis la déclaration du président de la République du 16 mars 2020 et de sa mise en musique par le Premier ministre et le gouvernement tout entier, nous a en effet conduit chacun à notre place, que ce soit personnellement ou professionnellement, à la fois à faire l'expérience de la contrainte, décider d'en haut sur nous-mêmes, sur les autres, sur nos proches, à entrer dans une temporalité différente de nos habitudes et de nos réflexes, mais aussi à prendre une certaine distance, en tout cas pour ceux d'entre nous qui avons la chance de pouvoir le faire, pour analyser ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences de la protection collective décidée de manière autoritaire pour tout le monde, sur tout le territoire, sur nos libertés, sur nos droits fondamentaux. La crise sanitaire a d'abord été une réponse politique de sécurité médicale, centrée sur l'hôpital, et cette réponse a déstabilisé profondément les libertés et les droits fondamentaux tels que nous avons l'habitude de les vivre et de les pratiquer. Les choix stratégiques ont été fondés sur les seules données sanitaires et de gestion hospitalière. Ce sont des décisions qui ont été prises par le président de la République, par le Premier ministre, une cellule de crise et un comité de scientifiques. Chaque ministère a ensuite appliqué, organisé un plan de continuité de l'activité dans les secteurs jugés essentiels, ce qui déjà posait un certain nombre de questions pour délimiter ce que sont les secteurs jugés essentiels. Ça a été arbitré dans la période de confinement, c'est encore arbitré dans la période post-confinement, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 juin, et puis ensuite en fonction de l'évolution de la pandémie, à partir du 22 juin. Deux données étaient essentielles, c'était d'une part la gestion d'urgence et d'autre part la fiabilité ou non des données sanitaires et des réponses qui pouvaient être apportées par le sanitaire. L'objectif étant uniquement de réduire la propagation de l'épidémie et de contenir la gestion des admissions aux urgences. Les outils juridiques qui ont été convoqués ont été très fortement discutés parce que l'assise était sanitaire et non pas un choix autre qui aurait pu être fait sur le fondement en particulier de la Constitution de 1958, l'état d'urgence pouvait être déclaré. Et là, il y a, en tout cas pour les juristes, une première difficulté qui est la convocation d'urgence sanitaire et non pas de l'état d'urgence au sens de l'article 16. Alors que le vocabulaire convoqué par le président de la République était un vocabulaire d'état de guerre. En tout cas, nous nous sommes trouvés en face d'une très forte concentration des pouvoirs et augmentation des pouvoirs de l'exécutif et surtout du ministre de la Santé, chaque ministère ayant ensuite pris des dispositions d'exception qui ont pu porter atteinte à un certain nombre de libertés fondamentales. D'autant que les organes consultatifs habituels ont été écartés au moins dans un premier temps au profit de scientifiques choisis, que d'autre part les lieux de débat ont été très étroitement consultés. On pense au Parlement, certes il a été consulté, mais dans des conditions qui ont porté à discussion. La représentation politique, syndicale, la possibilité de se réunir pour porter un message de contestation a évidemment été entravée par les mesures prises. Et puis par ailleurs, et c'est une donnée importante, l'accès aux juges a été très fortement réduit, la justice ayant été mise en sourdine puisqu'elle
n'a pas été considérée comme une activité essentielle de l'État en cette période de crise. De nombreux délais judiciaires en particulier ont été prolongés, notamment sur les détentions provisoires, donc prolongés automatiquement sans intervention du juge et sans réelle possibilité de discussion. Même chose pour la prolongation d'office et sans discussion avec les personnes intéressées, des mesures de protection des majeurs vulnérables ou de protection des enfants, alors que bien évidemment, les libertés et les droits fondamentaux étaient en jeu. Et si le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État puis la Cour de cassation ont eu à intervenir, on relèvera que leur intervention a été très décalée dans le temps. Et donc pendant toute une période, l'ensemble des institutions de la République a été elle-même un peu confinée, placée en état de sidération parce qu'il y avait une urgence sanitaire. Donc bien sûr, face à cet état de fait, nous avons été un certain nombre à nous interroger sur le respect des libertés et des droits fondamentaux, puisque, par exemple, la liberté d'aller et venir, de se réunir, mais aussi le respect de la vie privée, le respect de la personne humaine, le droit à la protection de chacun, sont des principes qui tiennent ensemble une démocratie et une société. Nous savons juridiquement qu'ils ne peuvent pas être suspendus en temps de paix. J'ai indiqué tout à l'heure que nous étions en temps de paix, pas dans un régime de... En temps de paix, nous ne pouvons pas les suspendre de manière indéfinie. Il faut une proportion et une nécessité qui doit être débattue. Si l'urgence sanitaire commande de prendre des mesures fortes, dans un premier temps nécessairement limitées, pour assurer la protection de tous, l'une des missions essentielles de l'État est aussi de garantir le respect des droits des personnes. Et il lui appartient de maintenir cet équilibre, certes difficile, mais essentiel, dans le pilotage des politiques publiques qu'il conduit. Le ministre de la Santé lui-même n'a pas simplement en charge de la santé, le cure, mais a aussi en charge les solidarités, le care, et nous avons tous pu observer que cette jambe-là a été très appropriée pendant le temps du confinement à tout le monde. Donc face à ces constats, il nous faut aujourd'hui tirer un certain nombre de conséquences et probablement penser un autre mode de gouvernance. Le droit au respect de la personne et à la protection de tous nous oblige à prendre en compte ce que nous avons pu voir dans la manière dont les personnes vulnérables ont été particulièrement touchées par cette période de crise. Nous avons vu que la pandémie a rendu visibles ceux qui, en raison de leur situation, de leur état de santé, ont été exposés plus que d'autres à des risques graves et éventuellement à la mort. Il s'agit des soignants, bien sûr, mais aussi de tous ceux qui contribuent aux fonctions, aux missions vitales de la collectivité, dont tous les accompagnants des personnes les plus fragiles, les bénévoles, les professionnels. Nous avons tous pu prendre conscience que la plupart des personnes fragiles ne sont pas à l'hôpital, mais sont à domicile, dans les endroits qui en tiennent lieu, et notamment dans les établissements, sans oublier bien évidemment la question spécifique des sans-abri, mais je crois qu'elle sera abordée un petit peu plus tard. Des solidarités de proximité se sont installées et beaucoup d'engagement a permis de tenir un certain nombre de situations qui n'avaient pas été incluses dans les activités, dans la poursuite des activités en cette période d'urgence. Ces métiers, ces fonctions, devenus plus visibles, sont-ils aujourd'hui reconnus durablement? C'est la question que nous devrons en premier lieu nous poser. Les enjeux d'un accompagnement solide des personnes vulnérables, constant, coordonné sur tous les territoires et en proximité, en particulier par les acteurs du médico-social qui interviennent en amont et en aval du sanitaire, doivent absolument être consolidés. Pour l'instant, nous n'entendons pas la parole publique s'exprimer sur ce point. Par ailleurs, nous avons pu voir qu'au-delà des acteurs, les droits fondamentaux n'ont pas été respectés pour les plus fragiles d'entre nous. Fabrice a évoqué tout à l'heure les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes en situation de violence qui pouvaient être isolées en établissement, à domicile, dans la rue, précaires. Ça pouvait être également des personnes souffrant de troubles psychiques, à l'hôpital ou non hospitalisées. Ça pouvait être également, et on en a assez peu parlé,
des personnes vulnérables parce que étrangères ou détenues, et bien évidemment, ça pouvait être les enfants. Et les enfants, maintenus à leur domicile ou séparés de leur famille, qui pour la plupart étaient épargnés par la pandémie. Mais nous savons que les mesures de confinement ont eu des conséquences parfois dramatiques dans leur quotidien. En tout cas, nous n'en prendrons la mesure certainement que plus tard, dans de nombreux domaines. Et les pédiatres, la Société française de pédiatrie est en train de réagir sur ce point. La protection de l'enfance et la protection des majeurs vulnérables, elle-même, est demeurée bien seule et elle n'a pas été épaulée au quotidien, malgré toute l'abnégation et l'engagement dont ont pu faire preuve les professionnels. Alors, face à cela, que devons-nous faire? Certainement pas nous accommoder d'une installation sur le temps long de mesures qui juridiquement et humainement ont heurté au plus profond et ont laissé de traces. Il est sans doute, dans un deuxième temps, important de construire ensemble un horizon de temps qui prenne à la fois en compte les incertitudes, ce que nous avions eu tendance à oublier. Nous avions eu tendance à oublier que nous pouvions maîtriser un certain nombre de choses. Nous savons aujourd'hui que nous ne maîtrisons pas tout, que d'autres épidémies sont possibles, probables, d'autres crises sont à venir et qu'il nous faut nous préparer. Mais nous savons aussi, parce que nous l'avons vu à l'œuvre, que la capacité individuelle et collective d'agir a été formidable dans un certain nombre d'endroits et a permis de tenir la société tout ensemble. Et il est donc important de reconnaître les différents intervenants et les différentes pratiques qui se sont mises en place. Il faut s'appuyer sur ce qui a concrètement été vécu, ce qui a concrètement été construit, pour prendre en compte enfin la situation telle qu'elle est et non pas simplement diriger des politiques publiques d'en haut. Il sera important de prendre en compte les besoins, les attentes, la proximité nécessaire avec les personnes les plus vulnérables, qui, nous l'avons vu, ne sont pas les plus visibles en première intention, mais dont surtout chacun d'entre nous a pu prendre conscience qu'il peut s'agir de lui demain. Et probablement, ça peut tout à fait changer la donne lorsque demain, il faudra prendre des décisions nouvelles pour organiser la société. Donc nous ne pouvons plus aujourd'hui, probablement, considérer froidement que le scénario doit forcément prendre en compte le coût humain, sans considération d'un certain nombre de valeurs qui font la démocratie. Ces valeurs, ce sont la dignité, les droits de l'homme, on est décliné quelques-uns tout à l'heure, l'équité, mais aussi l'éthique de la responsabilité, et Fabrice a terminé par là, en disant que certainement, il nous appartient à tous, en responsabilité, là où nous sommes, de faire vivre les valeurs de la démocratie. Mais certainement aussi, il nous faut faire revivre ce que l'on appelle l'accompagnement, qui est un type de relation reposant sur le partage, sur la reconnaissance de l'autre, de ses capacités. Et on a pu voir au cours de cette crise combien des initiatives très heureuses avaient pu être prises, mais combien aussi des personnes que l'on croyait particulièrement vulnérables ont révélé finalement des ressources absolument insoupçonnées et ont pu tenir le coup et ont pu faire un certain nombre de choses qu'on ne pensait pas possibles. Alors plus concrètement, et je terminerai par là, de ma place de magistrat, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui d'inviter l'État à donner une impulsion beaucoup plus forte sur les politiques publiques, en particulier dans le champ de l'accompagnement social et médico-social. Et de ne pas uniquement, comme il le fait depuis des années, considérer que la solidarité n'est qu'un accessoire à la politique de santé. Et nous l'avons vu de manière très flagrante dans la crise que nous traversons encore. L'État, bien sûr, est un donneur d'impulsion, mais les régions, les départements, les communes, les associations, bref, toutes les ressources de proximité doivent être interpellées pour permettre une véritable coordination sur les territoires à partir de ce qui a pu être vécu et des valeurs que nous devons définir ensemble comme des droits de l'homme tels qu'ils existent à la fois dans notre Constitution, mais dans l'intégralité de notre droit et pas simplement dans le Code de la santé publique. Et puis, nous devons également nous appuyer sur des ressources institutionnelles.
Le Conseil consultatif national d'éthique, la Haute Autorité de santé, en particulier sa direction sur la qualité de l'accompagnement social et médico-social, la CNSA, un certain nombre de collectifs d'usagers ont déjà fait remonter un certain nombre de propositions concrètes d'amélioration des réponses de terrain. Et puis nous avons une mine de ressources dans des rapports multiples qui ont déjà préconisé un autre modèle de société s'appuyant davantage sur les capacités des personnes et sur les réponses en proximité. Et donc il me semble, pour conclure, que l'expérience que nous avons faite de la contrainte, l'expérience que nous continuons à faire, parce que nous ne sommes pas totalement revenus à un état normal. Et nous savons que très probablement cet état normal de fonctionnement de la démocratie, en tout cas institutionnellement, ne reviendra pas avant un certain nombre de mois. Mais nous savons, à partir de ces éléments, que les ressources peuvent être trouvées et qu'il est absolument indispensable aujourd'hui de pouvoir les partager pour pouvoir inciter nos décideurs publics à enfin entrer dans un autre modèle, qu'un modèle qui accélère le temps en permanence au motif d'une économie de gestion souvent, en tout cas pour la justice, nous le voyons très nettement, pour la santé, nous l'avons vu à l'œuvre en cette période de pandémie, et je crois indispensable qu'aujourd'hui nous soyons force de proposition de manière à enfin entrer dans un autre système qui, je le crois très profondément, est celui qui a été appelé de ses voeux par l'ensemble des acteurs de proximité. Sébastien, la parole est à toi pour une question. Bonjour à tous. Alors, on a une question de Dominique Jaulme à Anne Caron d'Église. Alors, je vous la lis. Madame Caron d'Église, dans le domaine de l'asile, en attendant de proposer des mesures pour réorganiser la société, je cite, comment pouvons-nous stopper dès à présent les procès bâclés qui visent à renvoyer chez eux le plus possible d'étrangers demandant l'asile? Alors moi, ce que je vois à travers cette question, je ne veux pas du tout répondre à votre place, mais c'est aussi une autre question sous-jacente, c'est la question de la temporalité. On parle beaucoup du monde d'après, on parle de retenir les leçons de la crise du coronavirus, et en même temps, on est dans la temporalité d'urgence à travers toute la rhétorique de la guerre et la rhétorique aussi de l'état d'urgence sanitaire. Donc il y a aussi cette question de la temporalité démocratique qui peut se poser à la fois suite à ce que vient de dire Anne Caron d'Église, mais aussi par rapport à ce que disait Fabrice Xi. Voilà, je vous laisse la parole. Je sais que quand on évoque la question d'une réorganisation de la société, on se dit mais c'est impossible, c'est encore un doux rêveur, etc. Mais ce que j'ai voulu dire au travers des atteintes aux libertés, c'est qu'une société qui ne considère pas la justice et les juges comme étant les garants d'une expression démocratique de ceux qui sont précisément en difficulté, dont les personnes étrangères, est une société qui porte gravement atteinte aux valeurs de la démocratie tout simplement. Ce que vous dites, monsieur, sur les procès bâclés du droit d'asile et le droit d'asile, c'est la façon dont notre société, de manière générale, et pas simplement en période d'épidémie, répond à la question de l'immigration et à la question des droits des étrangers. Donc là, sur ce point, vous savez que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, d'une part, mais toutes les associations des droits de l'homme ont interpellé le gouvernement bien avant la crise et depuis la crise, puisque pendant en tout cas la période de crise, l'accès aux juridictions a été très fortement entravé, je l'ai indiqué tout à l'heure, et ça pour moi c'est une vraie difficulté. Mais si demain nous voulons penser à un autre système de fonctionnement démocratique qui soit une véritable interpellation de nos décideurs publics sur les points les plus essentiels du fonctionnement des droits des personnes concrètement, cela commence par déjà faire le constat de ce qu'a révélé cette crise, du point aveugle sur le fonctionnement de la justice. Et pour moi, cette mise à l'écart dans la poursuite de l'activité de la justice, des fonctions essentielles de réponse
aux atteintes aux droits fondamentaux a pour moi été un point de tension extrêmement important sur lequel il nous faudra encore travailler.